Au cœur de l'Hispanie, vers l'an 79 avant notre ère, une légion romaine marche en territoire ennemi. L'air est lourd, vibrant de la chaleur de l'été et du bourdonnement des insectes. Pourtant, ce n'est pas la chaleur qui fait perler la sueur sur le front du centurion. C'est autre chose, une anomalie. Devant lui, sur la colline, se déploie une autre armée. Les boucliers sont des scutas, les casques sont de type Montefortino, les étendards portent l'aigle de Rome. Tout est familier, tout est correct, sauf une chose, ces légionnaires ne devraient pas être là. Et ils se battent pour un homme que le Sénat a déclaré ennemi de la République, un proscrit dont la tête est mise à prix. Comment est-ce possible ? Comment des vétérans de Rome, des citoyens, peuvent-ils lever leur pila contre leurs frères ? Et plus étrange encore, pourquoi l'aigle d'une des légions de Sertorius, retrouvé des décennies plus tard près de Calaguris, appartenait-il à une unité officiellement dissoute en Italie 10 ans avant le début de cette guerre ? Le mystère de la guerre sertorienne ne réside pas dans son issue, mais dans son existence même. C'est l'histoire d'un miroir brisé, où Rome, pour la première fois, fut forcée de se battre contre son propre reflet, découvrant avec horreur que le visage de son pire ennemi était le sien. Quintus Sertorius n'était pas un barbare, il était l'un des meilleurs fils de Rome, un héros de la guerre contre les Cimbres et les Teutons, un tribun militaire qui avait servi sous le grand Caius Marius. Il avait vu la corruption du Sénat, les jeux de pouvoir mortels menés par des aristocrates bien nés mais incompétents. Quand le dictateur Lucius Cornelius Sylla prit le pouvoir à Rome et commença ses tristement célèbres proscriptions, purgeant la cité de ses opposants, Sertorius, fidèle à l'héritage de Marius, fut l'un des premiers sur la liste. Pour survivre, il n'eut d'autre choix que la fuite. Son exil le mena en Hispanie, une province turbulente, à moitié conquise. Un creuset de tribus celtibères, lusitaniennes et ibères fières et indomptées. Pour un gouverneur romain classique, c'était un cauchemar administratif. Pour Sertorius, c'était une opportunité. Il n'est pas arrivé en conquérant, mais en allié. Il ne leur a pas parlé avec l'arrogance d'un proconsul, mais avec le respect d'un soldat pour un autre. Il a appris leur langue, compris leurs coutumes, partagé leurs repas. Il a vu leur potentiel. Les tribus hispaniques étaient de formidables guerriers, mais elles étaient divisées par des décennies de rivalité. Sertorius a accompli l'impossible. Il les a unifiés, pas par la force, mais par le charisme et une promesse. Il ne leur a pas demandé de devenir des sujets de Rome. Il leur a proposé de devenir Rome elle-même. Il a exploité leur haine de l'administration romaine corrompue et brutale, leur montrant qu'ils combattaient le même ennemi, le régime tyrannique de Sylla. Ses premières victoires furent fulgurantes, presque irréelles. Les gouverneurs envoyés par Rome, habitués à affronter des hordes désorganisées, se retrouvèrent face à quelque chose de nouveau, de terrifiant. Une armée qui combinait la discipline de fer de la légion romaine avec la connaissance intime du terrain et la tactique de guérilla mortelle des Lusitaniens. Les généraux romains construisaient des murs pour se protéger des barbares, mais Sertorius leur a appris à craindre la plaine, où chaque pierre pouvait être un piège et chaque berger un légionnaire. En quelques mois, un exilé politique est devenu le maître incontesté de la quasi-totalité de l'Hispanie. Rome, encore ivre du sang de ses propres guerres civiles, venait de se réveiller avec une migraine monumentale. Une migraine qui portait un nom, Quintus Sertorius. Il n'était plus un fugitif. Il était devenu une puissance souveraine, un cancer au cœur de l'empire naissant. Qu'est-ce qui pousse un soldat à pointer son épée sur son camarade de la veille avec qui il a partagé le pain et l'eau ? La question hantait les couloirs du Sénat. La réponse, terrifiante, était simple. La conviction. Sertorius avait convaincu ses hommes qu'il ne trahissait pas Rome, mais qu'il la sauvait de ses tyrans. Il avait transformé une rébellion en croisade. La guerre ne faisait que commencer, mais ses règles étaient déjà écrites avec le sang de citoyens romains. Le Sénat, dans son arrogance, pensait envoyer quelques légions pour mater un soulèvement provincial. Ils allaient découvrir qu'ils envoyaient Rome combattre Rome. Et dans ce combat fratricide, il ne pouvait y avoir de véritable vainqueur. Le génie de Sertorius résidait dans sa capacité à transformer la faiblesse en force. Exilé, il a fait de son exil une bannière. Privé de légion, il a transformé des bergers en soldats d'élite.
Isolé de Rome, il a créé sa propre Rome. Cette guerre n'était pas seulement une question de territoire, mais une bataille pour l'âme de la République. Le Sénat envoyait des consuls, des armées, de l'or. Sertorius leur opposait une idée, bien plus difficile à tuer qu'un homme ou une armée. L'idée d'une Rome juste, d'une Rome fidèle à ses anciennes vertus, une Rome en exil. Et pour défendre cette idée, il était prêt à faire saigner la République jusqu'à la dernière goutte. Le conflit qui s'annonçait allait ébranler les fondations du monde connu, un affrontement dont les échos résonneraient bien après que les derniers glaives se soient tus sur les champs de bataille hispaniques. La guerre sertorienne était née, non d'une étincelle, mais d'une explosion. Une explosion qui allait durer près d'une décennie et consumer des légions entières. Alors, au tout début de cette épopée sanglante, qu'est-ce qui a permis à un seul homme de renverser la table avec une telle audace? Était-ce son génie militaire personnel, une étincelle de talent unique qui ne se voit qu'une fois par siècle? Ou était-ce simplement la chance incroyable d'un homme qui s'est trouvé au bon endroit, au bon moment, face à une Rome affaiblie et arrogante? Faites votre choix et écrivez-le dans les commentaires. L'histoire est rarement l'œuvre d'un seul facteur. Sertorius comprit rapidement qu'une victoire purement militaire ne suffirait pas. Pour défier durablement la plus grande puissance du monde, il lui fallait plus qu'une armée. Il lui fallait un État, une contre-république. C'est à Osca, l'actuel Huesca, au pied des Pyrénées, qu'il accomplit son coup de maître politique. Il y convoqua un Sénat, un corps de 300 membres, composé de sénateurs romains exilés comme lui et de l'élite de la noblesse hispanique. Cet acte était d'une audace inouïe. Il ne se proclamait pas roi ou tyran. Il se positionnait comme le véritable gardien de la tradition républicaine face au régime de Sylla, qu'il qualifiait de dictature. Il créa des postes de questeur, de prêteur, modelant son administration sur celle de Rome. Plus encore, il fonda une académie où les fils des chefs de tribus alliés recevaient une éducation romaine, apprenant le latin, le grec, la rhétorique. C'était un double coup de génie. Ils s'assuraient de la loyauté de leurs pères en les tenant en otage de luxe, tout en formant une nouvelle génération de dirigeants qui seraient à la fois hispaniques par le sang et romains par l'esprit. Ils ne dirigeaient plus une horde de rebelles. Il était à la tête d'une Rome en exil, une entité politique légitime aux yeux de ses partisans, dotée de ses propres institutions, de sa propre armée et de sa propre idéologie. Il ne se battait plus pour survivre, il se battait pour gouverner. Face à cette menace existentielle, Rome cessa de sous-estimer la situation. Le Sénat choisit son meilleur homme, le plus fiable, le plus expérimenté. Quintus Caecilius Metellus Pius. Ce n'était pas un jeune loup affamé de gloire, mais un vieux sanglier, un vétéran des guerres sociales, un parangon de la vieille noblesse romaine, inébranlable et méthodique. Son surnom, Pius, lui venait de sa dévotion filiale, mais sur le champ de bataille, il était tout sauf pieux. Il arrive en Hispanie à la tête de plusieurs légions, avec un mandat clair, écraser Sertorius, démanteler son état fantoche et restaurer l'autorité de Rome. La confrontation qui s'annonçait était celle de deux mondes. D'un côté, Metellus, le représentant de la puissance établie, avec ses légions disciplinées, sa logistique impeccable et sa stratégie éprouvée, avancer, fortifier, assiéger, anéantir. De l'autre, Sertorius, le renard avec son armée hybride, sa connaissance parfaite du terrain et sa tactique fluide, insaisissable. Le choc fut immédiat et brutal. Metellus s'attendait à une bataille rangée où la supériorité de ses troupes ferait la différence. Il n'eut droit qu'à une guerre d'ombre et de fantômes. La campagne de Metellus se transforma rapidement en un véritable calvaire. Il avançait en territoire hostile où chaque village était un bastion, chaque montagne une forteresse. Il assiégeait une ville et l'armée de Sertorius apparaissait à l'autre bout de la province, attaquant ses lignes de ravitaillement. Il tentait de forcer une bataille et les forces sertoriennes se fondaient dans la nature, ne laissant derrière elles que des champs incendiés et des puits empoisonnés. Sertorius refusait le combat frontal. Il pratiquait ce que nous appellerions aujourd'hui une guerre asymétrique. Harcèlement constant, embuscades, raids éclairs. Il saignait l'armée de Metellus à blanc petit à petit, coupure après coupure. Les légionnaires de Metellus,
habitué à une discipline stricte et à des victoires claires, était épuisé, frustré, démoralisé. Il combattait un ennemi qu'il ne pouvait jamais attraper, un fantôme qui frappait la nuit et disparaissait à l'aube. Qu'y a-t-il de plus terrifiant pour un soldat que l'incertitude ? Chaque pas pouvait être le dernier, chaque silence pouvait cacher une menace. La paranoïa s'installa dans les rangs de l'armée consulaire. Le génie de Sertorius ne se limitait pas à la tactique, il était aussi un maître de la guerre psychologique. La légende de la biche blanche en est le plus célèbre exemple. Il avait apprivoisé une jeune biche d'une blancheur éclatante et prétendait qu'elle était un don de la déesse Diane, lui transmettant des messages divins. Il annonçait à ses guerriers hispaniques des informations obtenues par ses espions comme étant des prophéties de la biche. Cela pouvait paraître ridicule à un esprit romain rationnel, mais pour les tribus superstitieuses, c'était la preuve que Sertorius était touché par les dieux. Il devint plus qu'un général, il devint un prophète, un chef charismatique dont la cause était bénie d'en haut. Pendant ce temps, Metellus restait englué dans sa stratégie conventionnelle. Il était l'enclume, lourde et puissante, mais Sertorius était le marteau, frappant où et quand il le voulait, forgeant le destin de l'Hispanie à sa guise. L'affrontement n'était plus seulement militaire, il était devenu une opposition de style, d'imagination. La puissance brute de Rome contre la ruse et l'ingéniosité d'un seul homme. Le vieux lion Metellus, malgré toute son expérience, ne parvenait pas à porter le coup fatal. La guerre s'éternisait et chaque jour qui passait était une victoire pour Sertorius et une humiliation pour Rome. L'État en exil non seulement survivait, mais il prospérait, narguant la superpuissance mondiale depuis son repère hispanique. Le Sénat commençait à comprendre que Metellus, malgré toutes ses qualités, ne suffirait pas. Il fallait quelque chose de plus, quelqu'un de plus. La guerre d'usure menée par Sertorius atteignait des sommets de cruauté et d'efficacité. Metellus, exaspéré, mit à prix la tête de son adversaire, 100 talents d'argent et 20 000 jugères de terre pour tout citoyen romain qui le tuerait. Une fortune colossale. Sertorius répondit avec une ironie mordante en mettant à son tour la tête de Metellus à prix. Ce n'était plus une guerre entre un général romain et un rebelle, mais un duel à mort entre deux égaux autoproclamés. Metellus, fidèle à la doctrine romaine de la punition collective, se vengeait de ses échecs sur la population locale. Il assiégea la ville de Lacobriga, non pas pour sa valeur stratégique, mais parce qu'elle avait aidé Sertorius. Il coupa son approvisionnement en eau s'attendant à une reddition rapide. Sertorius, avec 2000 hommes, réussit à infiltrer des outres d'eau dans la ville et à harceler les assiégeants au point que Metellus, humilié, dut lever le siège. Chaque victoire de Sertorius était une leçon d'humilité pour le vieux général. Sa frustration était immense, son impuissance palpable. Il était le représentant de la plus grande machine de guerre de l'histoire, et il était tenu en échec par un proscrit et une armée de barbares romanisés. L'Hispanie était en train de devenir le cimetière de sa réputation. Le bourbier hispanique avait enlisé le plus obstiné des généraux de la République. L'affrontement entre Quintus Caecilius Metellus Pius et Quintus Sertorius est entré dans l'histoire comme un cas d'école. D'un côté, la force brute, la méthode, la discipline. De l'autre, la flexibilité, l'audace, la créativité. Metellus, que ses propres soldats surnommaient, avec un respect moqueur, la truie, en raison de sa corpulence et de sa démarche pesante, appliquait la stratégie romaine à la lettre. Il construisait des routes, des camps fortifiés, il avançait méthodiquement, cherchant à contrôler le territoire, à étrangler l'ennemi en le privant de ses ressources. Il pensait en termes de lignes de front, de logistique, de batailles décisives. Mais en Hispanie, il n'y avait pas de ligne de front. Le front était partout et nulle part. Chaque convoi de ravitaillement était une cible potentielle. Chaque détachement envoyé en reconnaissance risquait de ne jamais revenir. L'armée de Metellus était un colosse aux pieds d'argile, puissant mais lent, vulnérable à 1000 piqûres d'insectes venimeux. Il ne comprenait pas que Sertorius ne se battait pas pour le territoire, mais pour le temps et pour le moral de l'ennemi. Sertorius, lui, était le renard insaisissable. Il avait transformé l'Hispanie en un gigantesque échiquier où il était le seul à connaître les règles.
Il utilisait la géographie à son avantage, les montagnes comme des forteresses, les rivières comme des barrières, les forêts comme des refuges. Ses troupes, légères et mobiles, pouvaient couvrir des distances incroyables en un temps record, frapper un objectif puis disparaître avant que les lourdes légions de Métellus n'aient eu le temps de réagir. Plutarque raconte comment Sertorius, après une défaite mineure, se retira dans les montagnes et, lorsque ses officiers découragés parlaient de se disperser, il leur montra 2 chevaux. L'un était vieux et faible, l'autre puissant et vigoureux, avec une queue magnifique. Il ordonna à un homme frêle d'arracher la queue du cheval puissant d'un seul coup, ce qu'il ne put faire. Puis il demanda à un homme robuste d'arracher les crins de la queue du cheval faible un par un. En peu de temps, la queue fut entièrement épilée. La leçon était claire. La persévérance et la patience peuvent accomplir ce que la force brute ne peut pas. C'était la métaphore de sa guerre contre Rome. Il arrachait les crins de la puissance romaine un par un. La guerre psychologique était au cœur de sa stratégie. Il ne se contentait pas de vaincre les légions. Il cherchait à les démoraliser, à briser leur volonté de se battre. Il faisait circuler des rumeurs, interceptait les courriers, créait un climat de peur et de paranoïa. Les soldats de Métellus en vinrent à craindre leurs propres ombres. Ils étaient loin de chez eux, engagés dans une guerre sans fin contre un ennemi qui semblait être partout à la fois. Le moral chuta au plus bas. Les désertions commencèrent à se multiplier. Des légionnaires romains, des citoyens passaient dans le camp de Sertorius. C'était l'ultime humiliation pour Métellus. Son armée, le symbole de l'ordre et de la discipline romaine, se désintégrait de l'intérieur. Pourquoi un soldat déserterait-il pour rejoindre l'ennemi ? Par peur, par cupidité ou par admiration pour un chef qui semblait invincible, un chef qui traitait ses hommes avec respect et partageait leurs dangers, contrairement aux aristocrates arrogants de Rome. Le duel entre Métellus et Sertorius n'était pas seulement une affaire de stratégie mais de leadership. Métellus commandait par l'autorité, Sertorius menait par l'exemple. Le point culminant de cette guerre d'usure fut peut-être le siège de Contrébia. Métellus y consacra des ressources et du temps considérables, construisant des machines de siège colossales. Il était certain de sa victoire, mais Sertorius, utilisant des tactiques de diversion et des sorties nocturnes audacieuses, rendit la vie de ses assiégeants impossible. Finalement, c'est l'armée de Métellus qui fut la première à souffrir de la faim et du manque d'eau. La campagne qui devait être une promenade militaire s'était transformée en un cauchemar logistique et psychologique. Métellus, le boucher méthodique, ne parvenait pas à abattre sa proie. Le renard était trop malin, trop rapide. Il comprenait que pour vaincre Rome, il ne fallait pas jouer selon les règles de Rome. Il fallait écrire les siennes. Et sur les terres arides de l'Hispanie, c'est l'encre de Sertorius, une encre faite de ruse, de sang et de volonté, qui écrivait le récit de la guerre. Rome, exaspérée, se rendit compte que le vieux sanglier ne suffisait plus. Pour chasser le renard, il fallait envoyer un autre prédateur. Un prédateur plus jeune, plus rapide, et peut-être encore plus impitoyable. Le Sénat, dans un mélange de panique et d'espoir, se tourna vers une étoile montante, un jeune homme qui n'avait même pas l'âge légal pour être sénateur, mais qui avait déjà une réputation de boucher efficace. Son nom était Gnaeus Pompeius. Le Sénat romain était au bord de la crise de nerfs. Les nouvelles d'Hispanie étaient un flux ininterrompu de mauvaises nouvelles. Metellus Pius, le général le plus respecté de sa génération, était non seulement tenu en échec, mais il était tourné en ridicule. Les caisses de l'État se vidaient pour financer une guerre qui semblait ne jamais devoir finir. Les routes commerciales étaient menacées. La réputation de Rome était en jeu. Il fallait un électrochoc. C'est dans ce climat de crise qu'un jeune homme força littéralement la main du Sénat, Gnaeus Pompeius, que nous connaîtrons sous le nom de Pompée le Grand. Il n'avait pas encore 30 ans. Il n'avait suivi aucune des étapes du cursus honorum, la carrière politique traditionnelle. Mais il avait levé sa propre armée privée pour soutenir Sylla, il avait remporté des victoires en Sicile et en Afrique, et il avait une ambition dévorante et une absence totale de scrupules. Il se présenta devant le Sénat et exigea un commandement proconsulaire pour l'Hispanie. C'était illégal, sans précédent. Mais Rome était désespérée, et Pompée était persuasif. On raconte qu'un sénateur, hésitant, demanda s'il n'était pas trop jeune.
Pompée aurait répondu avec son arrogance coutumière « Sylla m'a dit que le soleil levant reçoit plus d'adoration que le soleil couchant. » Le message était clair, il était l'avenir, Métellus était le passé, le Sénat céda. Une immense armée, bien plus grande que celle de Métellus, fut confiée à ce jeune loup. L'arrivée de Pompée en Hispanie marqua une nouvelle phase de la guerre. Ce n'était plus un duel. C'était désormais un combat à trois, une mêlée générale où les ambitions personnelles, les haines recuites et la soif de gloire allaient transformer la péninsule en un véritable abattoir. Pompée arriva en Hispanie avec la certitude de régler l'affaire en quelques mois. Il méprisait Métellus, qu'il jugeait lent et dépassé. Il méprisait Sertorius, qu'il considérait comme un simple traître. Sa première rencontre avec le génie de son adversaire fut une douche froide. Il marcha sur la ville de Lauron, allié de Sertorius. Celui-ci l'assiégea en retour, piégeant Pompée entre la ville et sa propre armée. Pompée, sûr de lui, se moqua de Sertorius, affirmant qu'il allait lui apprendre une leçon de stratégie romaine. Sertorius, calme, lui fit répondre « Et moi, je vais apprendre à ce petit élève de Sylla qu'un général doit regarder derrière lui autant que devant lui. » Tandis que Pompée se concentrait sur l'armée principale de Sertorius, une force cachée attaqua ses arrières. Une légion entière de Pompée fut anéantie sous ses propres yeux, alors qu'il était impuissant à intervenir. Sertorius fit même preuve d'une clémence calculée, laissant Pompée s'échapper, comme pour mieux souligner son humiliation. Le jeune lion venait de se faire arracher ses griffes par le vieux renard. L'humiliation de Lauron forgea chez Pompée une haine personnelle et tenace envers Sertorius. Ce n'était plus une simple mission militaire, c'était devenu une vendetta. La guerre atteignit un nouveau sommet de sauvagerie. La bataille du fleuve Sucro, en l'an 75, en est le parfait exemple. Ce fut une confrontation confuse, chaotique, un massacre où les lignes de bataille se brisèrent pour laisser place à des milliers de duels individuels. Légionnaires contre légionnaires, Romains contre Romains. Pompée, cherchant à se racheter, se jeta au cœur de la mêlée. Il se retrouva face à face avec un guerrier hispanique de stature immense. Dans le combat singulier qui s'ensuivit, Pompée fut blessé et faillit perdre la vie. Il ne dut son salut qu'à l'intervention de ses gardes du corps. De l'autre côté du champ de bataille, l'aile commandée par Sertorius écrasait l'aile gauche de Pompée. Mais l'arrivée de l'armée de Métellus, qui avait marché à la rescousse de son jeune et arrogant collègue, força Sertorius à se retirer. La bataille se termina sans vainqueur clair, mais avec des dizaines de milliers de morts. Le soir, Sertorius aurait eu cette phrase restée célèbre « Si cette vieille truie n'était pas arrivée, j'aurais fouetté ce garçon jusqu'à Rome ». La guerre s'enlisait dans un bain de sang. Les deux plus grands généraux de Rome, Métellus et Pompée, avec des forces combinées écrasantes, n'arrivaient pas à vaincre un seul homme et son armée d'exilés et d'alliés locaux. Pourriez-vous trahir votre patrie si vous étiez convaincu de sauver son véritable esprit? Cette question était au cœur de l'engagement de chaque soldat de Sertorius. Mais pour les légions de Pompée et Métellus, la question était plus simple et plus brutale. Comment tuer un ennemi qui vous ressemble comme un frère? La guerre de Sertorius avait cessé d'être une guerre civile. Elle était devenue une maladie auto-immune, où le corps de la République s'attaquait à lui-même avec une fureur suicidaire. L'escalade de la violence fut terrible. Les batailles rangées se multiplièrent. Près de Sagonte, une autre confrontation sanglante eut lieu. Une journée entière de combats acharnés. Le légat de Sertorius, Lucius Hirtuleius, un général talentueux, fut tué. Mais l'armée de Métellus et Pompée subit des pertes effroyables. On raconte que plus de 10 000 de leurs hommes tombèrent ce jour-là. Pompée lui-même, encore une fois, fut blessé. Le coût humain de cette guerre devenait insoutenable. Des légions entières étaient décimées. Des vétérans qui avaient combattu pour Rome aux quatre coins du monde mouraient dans la poussière d'Hispanie, tués par d'autres vétérans. Le conflit révélait une vérité terrifiante. Le pire ennemi pour une légion romaine est une autre légion romaine. Elle connaissait les mêmes formations, les mêmes tactiques, les mêmes faiblesses. C'était une guerre sans surprise, une pure boucherie, un concours d'endurance dans la douleur. Sertorius, même en subissant des pertes, restait le maître du jeu stratégique.
Il pouvait perdre une bataille mais gagner la campagne, se retirant dans l'arrière-pays pour reconstituer ses forces et frapper à nouveau. Pompée et Métellus, eux, ne pouvaient se permettre aucune défaite majeure. La pression de Rome était immense. Chaque légion perdue était une catastrophe. Chaque mois qui passait sans victoire décisive était un échec. La guerre avait atteint une impasse sanglante. Sertorius ne pouvait pas chasser les armées romaines d'Hispanie. Mais Rome ne pouvait pas le vaincre. C'est alors que Sertorius, réalisant qu'il ne pouvait gagner seul, décida de porter la guerre sur un tout autre échiquier, un échiquier global. Pompée, le jeune boucher, était venu en Hispanie pour une victoire rapide et glorieuse. Au lieu de cela, il s'est retrouvé piégé dans un bourbier sanglant face à un adversaire qui semblait toujours avoir un coup d'avance. Quelle était la véritable force motrice de ce jeune général ambitieux ? Était-ce un patriotisme sincère, la volonté de défendre l'unité de la République contre un traître? Ou était-ce une ambition dévorante, le désir de surpasser Métellus et de revenir à Rome en héros, peu importe le nombre de légions sacrifiées sur l'autel de sa propre gloire? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Les monuments des héros sont souvent construits sur des montagnes de cadavres. Sertorius était un stratège brillant, mais il était aussi un réaliste. Il savait que sa position en Hispanie, bien que forte, était intenable à long terme. Rome disposait de ressources humaines et matérielles quasi illimitées. Il pouvait gagner des batailles, user des armées, mais Rome en enverrait toujours de nouvelles. Pour briser l'étau, il devait transformer son soulèvement local en une crise internationale. Il devait frapper Rome là où ça fait mal, dans son commerce, sa sécurité, sa domination méditerranéenne. C'est pourquoi il se tourna vers les parias de la mer, les ennemis jurés de l'ordre romain, les pirates ciliciens. À cette époque, la piraterie en Méditerranée n'était pas une activité marginale, c'était une industrie organisée, une puissance navale de premier ordre. Des flottes entières, basées dans les criques de Cilicie, en actuelle Turquie, terrorisaient les routes maritimes, pillaient les villes côtières, capturaient des navires de commerce et prenaient en otage des personnalités importantes. Rome était incapable de les contrôler. Sertorius vit en eux, non pas des brigands, mais des alliés potentiels. Il leur envoya des émissaires, leur proposa un pacte. Lui, le maître de la terre hispanique, s'allierait à eux, les maîtres de la mer. Ensemble, ils pourraient paralyser Rome. L'alliance fut conclue. Les pirates fournirent à Sertorius des navires, des marins expérimentés et, plus important encore, une marine capable de défier la flotte romaine. Sertorius, de son côté, leur offrit des bases sûres sur la côte hispanique, notamment près de Dianium, l'actuelle Dénia. C'était un coup de génie stratégique. Pour la première fois, le rebelle hispanique disposait d'une flotte. Il pouvait menacer les îles Baléares, la Sardaigne et même les côtes de l'Italie. Il pouvait intercepter les convois de ravitaillement destinés aux armées de Pompée et Métellus, transformant leurs problèmes logistiques en un véritable cauchemar. La guerre changea de dimension. Elle n'était plus confinée à la péninsule ibérique. Elle s'étendait désormais à toute la Méditerranée occidentale. Pour le Sénat, c'était un choc terrible. L'exilé était devenu une puissance navale. Le général rebelle s'était allié aux ennemis de toute civilisation. Mais Sertorius n'allait pas s'arrêter là. Il avait un poisson bien plus gros dans son viseur, le plus grand, le plus tenace, le plus implacable de tous les ennemis de Rome. À l'autre bout de la Méditerranée, un autre roi défiait Rome depuis des décennies. Mithridate VI Eupator, roi du Pont, un souverain hellénistique rusé, érudit et incroyablement riche, qui avait mené plusieurs guerres sanglantes contre la République. Il avait été vaincu par Sylla puis par Lucullus, mais jamais brisé. Il attendait son heure pour reprendre le combat. Quand les nouvelles des succès de Sertorius lui parvinrent, il y vit une opportunité en or, un ennemi de mon ennemi et mon ami. Des ambassadeurs du Pont traversèrent la Méditerranée, déjouant les patrouilles romaines pour rencontrer Sertorius dans son bastion hispanique. Les négociations furent intenses. Mithridate proposait de l'argent et une flotte, 70 navires de guerre. En échange, il demandait à Sertorius de reconnaître sa souveraineté sur les provinces romaines d'Asie, notamment la Bithynie et la Cappadoce. Pour les sénateurs exilés qui entouraient Sertorius, c'était une proposition choquante. Céder des territoires romains à un roi barbare, c'était une trahison pure et simple.
Mais Sertorius voyait plus loin. Avec une ironie mordante, il accepta l'argent et la flotte, mais refusa de céder un pouce de territoire romain, déclarant que son commandement ne devait pas s'agrandir par la honte, mais par la valeur. Il accorda cependant à Mithridate le droit de conserver la Bithynie et la Cappadoce qu'il ne contrôlait de toute façon pas. Un traité formel fut signé. C'était un acte d'une portée historique immense. Un général romain rebelle et le plus grand ennemi de Rome en Orient signaient un pacte d'alliance militaire comme deux puissances souveraines. Pour le Sénat, la ligne rouge était franchie. Sertorius n'était plus un adversaire politique, un Marius en exil. Il était devenu un traître à la patrie, un hostis, un ennemi public qui s'alliait aux pirates et aux rois barbares pour détruire la République. La propagande sénatoriale se déchaîna. On le dépeignit comme un monstre, un tyran qui vendait l'héritage de Rome pour satisfaire son ambition personnelle. Mais sur le terrain, cette alliance renforça considérablement la position de Sertorius. L'argent de Mithridate lui permit de payer ses troupes, d'acheter des armes. La flotte pontique, combinée à celle des pirates, créait une menace navale que Rome ne pouvait plus ignorer. Sertorius menait désormais une guerre mondiale contre son ancienne patrie sur deux fronts, en Hispanie sur terre et en Méditerranée sur mer. Il était au sommet de sa puissance. Il tenait tête aux deux plus grands généraux de Rome et il contrôlait une province immense. Il avait des alliés puissants. Il semblait invincible. Pourtant, c'est au moment de son plus grand triomphe que les premières fissures commencèrent à apparaître. Non pas sur le champ de bataille, mais dans le cœur de ses propres hommes. La guerre civile a cette particularité. Elle finit toujours par dévorer ses propres enfants. La guerre s'éternisait, 8 ans, 9 ans. Une éternité pour des hommes qui vivaient au rythme des saisons et des récoltes. La victoire totale semblait toujours hors de portée. Et la fatigue, comme un poison lent, commençait à s'infiltrer dans le camp des rebelles. Les officiers romains, qui avaient suivi Sertorius en exil, des hommes issus de la noblesse, ambitieux et orgueilleux, supportèrent de plus en plus mal son autorité. Au début, ils l'avaient admiré, suivi aveuglément. Mais avec le temps, l'admiration s'était muée en jalousie. Sertorius était le seul à recevoir les lauriers de la victoire. Son nom était sur toutes les lèvres. De plus, il voyait avec méfiance la confiance croissante qu'il accordait à ses alliés hispaniques. Il les traitait en égaux, adoptait leurs coutumes, portait parfois leurs vêtements. Pour des aristocrates romains imbus de leur supériorité, c'était difficile à accepter. Ils avaient l'impression que leur chef devenait un barbare. Il murmurait dans l'ombre, se plaignant que Sertorius, autrefois le défenseur de la République, se comportait de plus en plus comme un roi hellénistique, un monarque absolu entouré de sa cour. La victoire a de nombreux pères, mais la guerre d'usure est une orpheline que personne ne veut adopter. Sertorius n'était pas aveugle. Il sentait le mécontentement monter. Il voyait les regards en coin, entendait les silences pesants. Et sa réaction fut celle d'un homme qui sent le pouvoir lui échapper. Il durcit le ton. La discipline, autrefois basée sur le respect mutuel, devint plus sévère, plus brutale. Il se méfiait de tout le monde. La paranoïa, cette maladie qui ronge tous les chefs de guerre isolés, commença à s'emparer de lui. Il ordonna des exécutions pour des fautes mineures, pour de simples soupçons. Son cercle de confiance se réduisit comme peau de chagrin. Il devint plus distant, plus colérique, plus imprévisible. L'homme qui avait gagné le cœur des tribus hispaniques par son respect et sa justice commença à commettre des actes d'une cruauté insensée. Le plus terrible fut le massacre des enfants des nobles hispaniques qu'il éduquait à Osca. Ces jeunes gens, qui étaient à la fois ses élèves et ses otages, furent, pour une raison qui reste obscure, peut-être une révolte ou un complot découvert, soit tués, soit vendus comme esclaves. Cet acte barbare brisa la confiance que les tribus lui portaient. L'image du libérateur commençait à se fissurer, révélant le visage d'un tyran. Le mécontentement trouva un chef, un homme qui avait toujours été dans l'ombre de Sertorius, son second, son légat le plus ancien, Marcus Perperna Vento. Perperna était un noble de haut rang, un ancien préteur qui avait fui Rome avec sa propre armée et s'était rallié à Sertorius. Il avait toujours considéré ce ralliement comme une humiliation, estimant que son rang aurait dû lui donner le commandement suprême. Il rongeait son frein depuis des années, nourrissant une jalousie amère.
Il voyait en Sertorius un parvenu, un homme d'une famille obscure qui lui volait la gloire. Il commença à fédérer les mécontents, à souffler sur les braises de la discorde. Il présentait Sertorius comme un despote qui méprisait les Romains et préférait les barbares. Il minimisait ses victoires, exagérait ses erreurs. Il tissait sa toile lentement, patiemment, attendant le bon moment pour frapper. La tragédie de la situation était immense. Alors que Pompée et Métellus échouaient à le vaincre sur le champ de bataille, Sertorius était en train d'être détruit de l'intérieur par ceux-là même qui lui devaient tout. Le complot prit forme. Perperna et une douzaine d'autres officiers de haut rang décidèrent qu'il n'y avait qu'une seule façon de se débarrasser de Sertorius, l'assassinat. Ils savaient ça qu'ils ne pourraient ne pas le tuer dans un combat loyal. Il était trop bon guerrier, trop protégé par sa garde hispanique dévouée. Il fallait utiliser la ruse, la trahison, l'arme des lâches. Ils commencèrent à saboter délibérément les opérations militaires, faisant en sorte que certaines batailles soient perdues, pour ensuite blâmer la malchance et faire croire à Sertorius qu'il avait perdu la faveur des dieux. Ils lui apportaient de fausses nouvelles de victoire pour le mettre d'humeur festive et le pousser à baisser sa garde. Le piège se refermait sur le plus grand général de son temps. Il avait survécu aux Cimbres, à Sylla, à Métellus, à Pompée. Il avait construit un État à partir de rien, défié la plus grande puissance du monde pendant près d'une décennie. Mais il n'avait pas vu venir le poignard de ses propres amis. Le monolithe de la rébellion hispanique était sur le point de s'effondrer, non pas sous les coups de l'ennemi, mais à cause des fissures qui le rongèrent de l'intérieur. La guerre civile est un serpent qui finit toujours par se mordre la queue. L'année était 72 avant notre ère. Le complot était prêt. Les conspirateurs menés par Marcus Perperna avaient besoin d'une occasion, d'un moment où Sertorius serait vulnérable, détendu, sans sa fidèle garde du corps hispanique. Ils organisèrent un grand banquet dans leur camp, sous le prétexte de célébrer une victoire fictive qu'ils venaient de lui annoncer. Des messagers étaient arrivés, portant de fausses lettres décrivant un triomphe éclatant d'un de ses légats. Sertorius, bien que de plus en plus méfiant, accepta de participer. C'était son devoir de commandant de partager la joie de ses hommes. Le soir du banquet, l'atmosphère était à la fête. Le vin coulait à flots, les rires et les chants résonnèrent sous la tente. Sertorius, rassuré, se laissa aller. Il but, il rit avec ses officiers, ceux-là même qui avaient partagé avec lui les dangers et les triomphes des 10 dernières années. Les conspirateurs avaient tout prévu. Ils engagèrent une conversation bruyante et vulgaire, sachant que cela déplaisait à Sertorius, espérant qu'il se détournerait avec agacement, leur offrant une ouverture. Un signal convenu, l'un des conjurés, Antonius, laissa tomber sa coupe. C'était le signal. Au milieu du tumulte, il se jeta sur Sertorius et le saisit par les bras. Le chaos fut instantané. Sertorius, surpris et désarmé, tenta de se relever. Mais les autres conspirateurs sortirent les poignards qu'ils avaient cachés sous leur toge et se jetèrent sur lui. Ce ne fut pas une exécution propre, ce fut une boucherie sauvage. Chacun voulait porter un coup, comme pour sceller sa participation au pacte de sang. Le plus grand ennemi de Rome depuis Hannibal, l'homme qui avait fait trembler la République, mourut sans gloire, poignardé par ses propres compagnons au milieu des restes d'un festin. Sa mort fut le signal de l'effondrement. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le camp. La garde hispanique, en apprenant la mort de son chef bien-aimé, se suicida en masse, un acte de loyauté ultime qui contrastait tragiquement avec la trahison des Romains. Les tribus ibères et lusitaniennes, qui n'avaient juré fidélité qu'à Sertorius personnellement, considérèrent leur alliance comme dissoute. Elles commencèrent à faire défection, à rentrer chez elles, ou même à négocier leur reddition avec Pompée et Métellus. En une seule nuit, l'édifice que Sertorius avait mis 10 ans à construire s'était écroulé. Perperna, l'instigateur du meurtre, se proclama immédiatement nouveau commandant en chef. Il s'empara des archives de Sertorius, de ses plans, de sa correspondance. Il pensait hériter de son armée, de son prestige, de son génie. Il se trompait lourdement. Les soldats, romains comme hispaniques, le méprisaient. Ils lui obéissaient à contre-cœur, le considérant comme un assassin et un lâche. Perperna se révéla être ce qu'il avait toujours été, un général médiocre, vaniteux et incompétent. Il tenta de mener l'armée au combat, mais le cœur n'y était plus. La discipline s'était évaporée.
L'esprit de la rébellion était mort avec Sertorius. Pompée, qui n'avait jamais réussi à vaincre Sertorius sur le champ de bataille, vit l'opportunité qui l'attendait. Il ne la laissa pas passer. La mort d'un seul homme venait de changer le cours de l'histoire. Elle illustrait une vérité cruelle. Il est souvent plus facile de vaincre 10 légions ennemies que la jalousie d'un seul de ses amis. La guerre n'était pas encore terminée, mais son âme venait d'être arrachée. Il ne restait plus que l'agonie. L'assassinat de Sertorius a été le tournant décisif. Qui porte la plus grande responsabilité dans la chute de cette Rome en exil? Est-ce Rome elle-même, dont la puissance et l'acharnement ont fini par user la rébellion et pousser ses membres au désespoir? Ou sont-ce ses propres compagnons, dont la jalousie et l'ambition personnelle se sont révélées plus mortelles que toutes les légions de Pompée et Métellus réunies? Partagez votre opinion dans les commentaires. La trahison vient rarement de l'ennemi déclaré. La fin fut rapide et brutale. Pompée, informé de la mort de son grand rival et du chaos qui régnait dans le camp ennemi, fondit sur l'armée de Perperna. La bataille, si l'on peut l'appeler ainsi, fut un massacre. L'armée rebelle, démoralisée, sans chef charismatique, sans stratégie cohérente, fut balayée en quelques heures. Les soldats qui ne furent pas tués furent capturés ou se rendirent. Perperna lui-même fut fait prisonnier. Son règne en tant que successeur de Sertorius avait duré à peine quelques semaines. Conscient que son sort était scellé, il tenta un dernier pari désespéré pour sauver sa vie. Il annonça à Pompée qu'il était en possession de toutes les archives de Sertorius, y compris la correspondance secrète que celui-ci entretenait avec de nombreux sénateurs et magistrats influents à Rome. Il offrait de tout lui livrer, révélant ainsi les noms des traîtres au cœur même du pouvoir romain. C'était une bombe politique. Perperna espérait acheter sa grâce en échange de ces informations explosives. Pompée se retrouvait face à un choix crucial. Il pouvait utiliser ces lettres pour déclencher une nouvelle purge à Rome, éliminer ses rivaux politiques et asseoir son pouvoir. C'était la voie de la vengeance et de l'intrigue. Pompée choisit une autre voie, une voie bien plus habile et bien plus cruelle. Il ordonna qu'on lui apporte toutes les lettres et tous les documents, puis devant toute son armée, il les fit brûler sans même les lire. Par ce geste théâtral, il se posait en sauveur de l'unité nationale, en homme d'État magnanime qui refusait de rouvrir les plaies de la guerre civile. Il envoya un message clair à l'aristocratie romaine : « Vos secrets sont en sécurité avec moi. Vous ne me devez rien, mais souvenez-vous de ma clémence. » C'était un coup de maître politique, un acte qui lui valut une immense popularité et la gratitude de nombreux sénateurs qui, sans cela, auraient eu la tête coupée. Une fois son image de grand seigneur établie, il montra son vrai visage. Il fit immédiatement exécuter Marcus Perperna et tous les autres officiers conspirateurs qui avaient été capturés. Il ne voulait aucun témoin de la trahison, aucun rival potentiel qui pourrait un jour prétendre avoir mis fin à la guerre. Le noble Pompée ne voulait pas de la collaboration des assassins. Il voulait toute la gloire pour lui seul. Son geste magnanime accompli, Pompée entreprit la pacification de l'Hispanie. Ce fut un bain de sang. Il parcourut la péninsule avec le feu et l'épée, appliquant une politique de terreur systématique. Chaque ville qui avait soutenu Sertorius fut punie avec une sévérité exemplaire. Les murs furent rasés, les populations massacrées ou réduites en esclavage, les terres confisquées. Il ne cherchait pas la réconciliation, il cherchait l'anéantissement. Il voulait effacer jusqu'au souvenir de la Rome en exil. Il voulait s'assurer qu'une telle rébellion ne pourrait plus jamais se produire. Sa cruauté était si méthodique, si implacable, qu'elle lui valut à Rome un surnom qui lui colla longtemps à la peau, Adolescent Tullus Carnifex, l'adolescent boucher. C'était la paix de Pompée. La paix des cimetières. Il avait fallu 10 ans à Sertorius pour construire son État. Il fallut moins d'1 an à Pompée pour le rayer de la carte. Les vainqueurs, comme toujours, écrivent à l'histoire. Et l'histoire qu'écrivit Pompée fut celle d'une simple révolte de traîtres et de barbares, écrasés par le génie et la puissance de Rome. Toute la complexité politique, toute l'idéologie républicaine de Sertorius, tout cela fut soigneusement gommé, enseveli sous les ruines des cités hispaniques. La guerre était terminée. Le silence retombait sur la péninsule ibérique. Mais les conséquences de ce conflit ne faisaient que commencer à se faire sentir à Rome. La guerre de Sertorius était terminée. L'Hispanie était pacifiée.
ou plutôt réduite au silence. Pompée et Métellus pouvaient enfin rentrer à Rome. Ils furent accueillis en triomphateurs. Métellus, le vieux général patient, obtint le triomphe qu'il méritait pour ses longues années de service. Mais tous les yeux étaient détournés vers Pompée. Le jeune boucher revenait couvert de gloire, auréolé de la réputation d'avoir mis fin à la guerre la plus dangereuse que Rome ait connue depuis des décennies. En chemin, il eut même la chance d'intercepter et d'anéantir un groupe de quelques milliers d'esclaves en fuite de l'armée de Spartacus, dont la révolte venait d'être écrasée par Crassus. Pompée, avec son sens habituel de la publicité, écrivit au Sénat « Crassus a vaincu les esclaves dans une bataille rangée, mais moi, j'ai arraché les racines de la guerre. » Il s'attribuait ainsi une partie du mérite d'une autre victoire. Arrivé aux portes de Rome, il fit une nouvelle demande sans précédent. Bien qu'il ne soit même pas sénateur et qu'il n'ait pas l'âge légal, il exigea non seulement le droit de célébrer un triomphe, mais aussi d'être élu consul pour l'année suivante. Le Sénat, terrifié à l'idée de contrarier un général qui avait une armée dévouée à ses portes, céda surtout. L'ascension politique fulgurante de Pompée, qui allait dominer la scène politique romaine pendant les 20 années suivantes, avait commencé sur les champs de bataille ensanglantés d'Hispanie. La guerre de Sertorius avait changé Rome pour toujours, d'une manière profonde et insidieuse. Elle avait créé un précédent mortel. Pour la première fois, un général proscrit avait réussi à lever une armée, à créer un État et à défier le pouvoir central pendant près d'une décennie. Sertorius avait montré qu'un homme pouvait s'appuyer sur la loyauté de ses légions et le soutien d'une province pour mener sa propre politique indépendamment du Sénat. Cette leçon ne fut pas perdue. Un jeune homme, neveu de Caius Marius, et donc lié au même parti que Sertorius, observait tout cela avec une attention particulière. Son nom était Jules César. Il allait retenir et appliquer les leçons de Sertorius avec une efficacité redoutable quelques décennies plus tard, en traversant le Rubicon avec une armée qui lui était fidèle personnellement et non à la République. La guerre de Sertorius était la répétition générale de la grande guerre civile entre César et Pompée. Plus important encore, cette guerre avait banalisé l'idée de Romains tuant des Romains. Avant, la guerre civile était un tabou, un événement horrible et exceptionnel. Après 10 ans de combats acharnés en Hispanie, où des légions s'étaient systématiquement anéanties, c'était devenu une option stratégique. Les vétérans des deux camps, qui rentrèrent en Italie, formèrent le vivier dans lequel les futurs seigneurs de la guerre allaient puiser. Ces hommes étaient des professionnels endurcis, habitués à l'idée que leur véritable patrie n'était pas la ville de Rome, mais le camp de leur général. Ils avaient vu la République se déchirer et avaient choisi leur camp. Ils étaient prêts à le refaire. La guerre avait également propulsé une nouvelle génération de chefs militaires comme Pompée, dont l'ambition était nourrie par la gloire militaire plutôt que par le service de l'État. Ces hommes, les impérators, allaient devenir les fossoyeurs de la République. Le triomphe de Pompée et Métellus était célébré dans les rues de Rome avec faste et allégresse. Mais pour ceux qui avaient le regard perçant, cette fête avait un goût de cendre. C'était la célébration d'une victoire sur soi-même, une victoire qui avait coûté à la République une partie de son âme. Les germes des guerres futures, encore plus vastes et plus destructrices, venaient d'être plantés dans le sol fertile de l'ambition et de la violence. La chute de la République n'était plus une possibilité, elle était devenue une quasi-certitude. Le festin des vainqueurs à Rome cachait mal une vérité dérangeante. La République était malade. La guerre de Sertorius n'avait pas été la cause de la maladie, mais son symptôme le plus spectaculaire. Elle avait révélé les failles profondes d'un système politique conçu pour une cité-État, et désormais incapable de gérer un empire mondial. Les tensions entre l'aristocratie sénatoriale et les ambitieux généraux, la loyauté des soldats envers leur chef plutôt qu'envers l'État, la richesse des provinces comme tremplin pour le pouvoir personnel, tous ces éléments, mis en lumière par Sertorius, allaient devenir les thèmes centraux du dernier siècle de la République. La paix revenue n'était qu'un entracte, un bref moment de répit avant que la tempête suivante, encore plus violente, ne se lève. Le fantôme de Sertorius n'avait pas fini de hanter Rome. Il planait sur le Sénat, rappelant aux puissants que même un seul homme, avec suffisamment de volonté et de charisme, pouvait faire vaciller le colosse.
La République avait gagné la guerre, mais elle avait peut-être perdu la paix pour toujours. Le silence est retombé sur les champs de bataille d'Hispanie. Les os des légionnaires, qu'ils se soient battus pour Sertorius ou pour le Sénat, ont blanchi sous le même soleil. La République a survécu, mais elle est changée à jamais. Reste une question qui a hanté les historiens pendant 2000 ans. Qui était vraiment Quintus Sertorius? Pour ses ennemis, pour Pompée, pour le Sénat de Rome, la réponse était simple. C'était un traître. Un homme qui, par ambition personnelle, n'a pas hésité à s'allier aux barbares, aux pirates, aux pires ennemis de Rome pour déchirer la tunique de la patrie. Il a levé des légions contre des légions, versé le sang de ses concitoyens, affaibli la République face à ses ennemis extérieurs. Il a trahi ses origines, son serment, son peuple. Sa mort, même par trahison, n'était que la juste rétribution d'un homme qui avait renié tout ce qui faisait la grandeur de Rome. Selon cette vision, il n'est qu'un précurseur des autres seigneurs de la guerre qui allaient détruire la République pour leur propre gloire. Mais il existe une autre lecture de son histoire. Pour ses partisans, pour les exilés qui l'ont suivi, pour les tribus hispaniques qui l'ont vénéré, il était tout le contraire. Il était le dernier vrai républicain. Il n'a pas fui Rome par choix, mais pour échapper à la tyrannie sanglante de Sylla, un dictateur qui avait détruit les libertés romaines. En créant sa Rome en exil, en Hispanie, il ne cherchait pas à détruire la République, mais à la préserver, à en sauvegarder les véritables valeurs, la justice, le courage, le respect de la loi, loin de la corruption et de la décadence de la capitale. Il ne s'est pas allié aux barbares. Il a éduqué des peuples à la culture romaine, transformant une province lointaine en un bastion de la romanité. Ses alliances avec Mithridate et les pirates n'étaient que des actes de nécessité, des stratégies de survie contre un régime qui disposait de ressources infiniment supérieures. Dans cette perspective, Sertorius n'est pas un traître, mais un héros tragique. Un homme qui a tenté de construire une utopie républicaine et qui a été détruit non pas par ses ennemis, mais par la jalousie et la médiocrité de ses propres lieutenants. Il a perdu, mais sa cause était juste. Peut-être que la vérité, comme souvent, se situe entre les deux. Sertorius était sans doute un homme complexe, un mélange d'idéalisme républicain et d'ambition personnelle féroce. Un patriote à sa manière, mais un patriote qui était prêt à faire couler le sang de ses compatriotes pour défendre sa vision de la patrie. Quelle que soit l'interprétation de ses motivations, le résultat de sa guerre est, lui, incontestable. Elle a été un point de non-retour pour Rome. Elle a gravé dans le marbre de l'histoire une idée nouvelle et terrifiante. Les légions romaines pouvaient être plus fidèles à leur général qu'au Sénat et au peuple de Rome. Elle a prouvé que le pire ennemi de Rome se trouvait à l'intérieur de ses propres murs. Après Sertorius, la question n'était plus de savoir si la République allait tomber, mais quand et quel général porterait le coup de grâce. Sylla avait marché sur Rome, mais Sertorius avait montré comment créer une Rome alternative. Son fantôme a hanté Pompée jusqu'à Pharsale, et il a sans doute murmuré à l'oreille de César sur les rives du Rubicon. La guerre qui devait renforcer la République en éliminant un opposant lui a en réalité infligé une blessure mortelle, une hémorragie interne dont elle ne se remettra jamais. La voie vers l'Empire était désormais tracée, et elle était pavée des corps des légionnaires tombés en Hispanie. Sertorius a perdu, mais son héritage a paradoxalement triomphé, prouvant qu'une armée pouvait devenir l'instrument d'un seul homme contre l'État. Sa guerre fut la première fissure majeure dans les fondations de la République, une fissure qui annonçait l'effondrement final. Aujourd'hui, en regardant son histoire, le considérez-vous comme un traître impitoyable qui, pour assouvir sa soif de pouvoir, s'est allié aux ennemis jurés de sa patrie? Ou le voyez-vous comme le dernier vrai républicain, un homme qui a tenté de sauver l'âme de Rome de la tyrannie en créant sa meilleure copie, loin de la corruption? Écrivez votre verdict dans les commentaires, car l'histoire ne juge pas seulement les morts, elle nous interroge aussi.